Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien mangé. En tout cas, moi, j'ai bien aimé mon wrap. Donc, je vais vous présenter notre prochain conférencier, Bruno Germain de chez Zscaler, qui va nous parler du Zero Trust au service de l'organisation. Bonjour, m'entendez bien? C'est bon? En passant, tous ceux qui ont des petites lunettes bleues cool, là, ça vient de Chine, puis TikTok est intégré dans les choses sur le côté. Mais c'est vrai que ça vient de Chine. Fait que oui, c'est Bruno Germain de Zscaler. Puis ceux qui m'ont suivi pendant quelques années, soit au Secure ou ailleurs, qui étaient chez Google, qui étaient chez VMware, qui étaient, puis qui a fait partie d'équipes un petit peu partout là, en Amérique du Nord, puis un petit peu partout dans le monde. Donc, et ceux qui me connaissent un petit peu savent aussi que mon dada, depuis une dizaine d'années, c'est vraiment la notion de Zero Trust. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous en reparler, mais d'une manière un petit peu différente, parce que toutes les fois, cette notion-là évolue dans le temps. Puis bon, une des raisons pour lesquelles je suis chez Zscaler, c'est parce qu'il y a une offre de service cloud, puis c'est pas pour vous parler de Zscaler aujourd'hui, c'est pas ça du tout, c'est une approche qui est vraiment différente. Puis je pense que, sincèrement, des offres comme ça vont tranquillement de plus en plus se développer. La nôtre se développe encore beaucoup, mais parce que ça règle un réel problème de s'introduire ou de pivoter notre architecture en sécurité vers un modèle de Zero Trust. Donc, sans plus attendre, ça c'est notre job. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu Le Seigneur des Anneaux, le petit bonhomme en bas c'est Gandalf, là, puis en avant c'est un Balrog. Mais depuis que je fais de la sécurité, depuis une trentaine d'années, j'ai toujours l'impression qu'on est à un désavantage énorme, c'est-à-dire qu'on est toujours en arrière, on est toujours à posteriori. On a beau mettre les lignes de défense les meilleures au monde, penser à tout ça. Dans les faits, on va finir par se faire pénétrer, on va finir par se faire hacker, puis ça semble une job impossible. Puis, pendant longtemps, je me disais, bon, il doit sûrement avoir quelque chose qui est sur le plan de l'architecture, qui est sur le plan de comment notre posture est d'abord et avant tout définie, qui fait en sorte que ça nous donne tranquillement un avantage. Puis ça, pour moi, ça a été en 2012, la découverte du Zero Trust. Okay? Un client qui m'a demandé un peu ce que c'était, puis qu'il a fallu que je fouille. Bon, j'ai travaillé avec John Kindervag après ça, puis ça a totalement changé ma perspective sur la sécurité. Genre, je suis même sur le point de fonder une secte. Mais le point dans tout ça, c'est que si vous n'avez pas commencé à faire du Zero Trust, si vous n'avez pas commencé à le regarder, vous devriez absolument le faire. Donc, a priori, il y a eu une enquête qui a été faite, juste pour replacer un petit peu les trucs. Il y a une enquête qui a été faite, ça a 1 an, peut-être même 1 an et demi, mettons 1 an, là, a priori. Il n'y a plus personne qui s'ostine sur le fait que Zero Trust est une architecture de sécurité qui viendrait changer la donne. Okay? Ça, je pense que de 2012, 2013 jusqu'à 2015, il y avait beaucoup de gens qui encore doutaient. Ce bout-là est comme passé. Puis la majorité des gens l'ont sur leur radar. Le problème en ce moment, c'est si vous regardez la deuxième ligne, c'est qu'il y a à peu près juste 14 % des gens qui l'ont mis en place, puis ils ne l'ont pas mis en place de manière globale, ils l'ont mis en place juste un petit morceau dans un coin de leur centre de traitement ou avec quelques applications. Puis, selon l'enquête, c'est que, dans le fond, il y a beaucoup de confusion sur ce que c'est. Moi, j'irais plus loin que ça aussi, c'est que c'est très dur à mettre en place. Puis ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Mais a priori, entre le monde qui sont pour puis le monde qui le font, il y a un monde de différence. Donc, une partie de la présentation va essayer de clarifier ça. Fait que, ce que je vais faire, c'est que je vais vous représenter rapidement où est-ce qu'on en est au niveau de l'architecture, ou en tout cas au niveau du modèle de conformité qu'on a. Mais après ça, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous amener sur comment on pourrait le déployer. D'accord? Puis comment, à ce moment-là, une offre qui est bâtie comme un service viendrait vous aider à le faire. Donc, pour une discussion qui est, si vous voulez en avoir 1 heure de temps là-dessus, là, j'ai fait une présentation il y a 2 ans ici, mais on était en studio à l'époque, là, à cause de la COVID, mais allez voir le petit lien, vous allez tout savoir ce que vous voulez savoir sur l'architecture de Zero Trust. Mais à très, très haut niveau, en 2009, un analyste de Forrester, John Kindervag, qui est allé après ça chez Palo Alto, puis qu'aujourd'hui est indépendant, avait émis un postulat, puis il avait montré un modèle qui ressemblait un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'on allait foutre un gros next-gen firewall dans le milieu de notre réseau, puis tous les flux de trafic devaient passer là-dedans, puis on faisait des petites zones, on faisait ce qu'ils appelaient des MCAP, là, des micro-cores, pour mettre des appareils qui se ressemblaient ou qui étaient de même nature dans ces zones-là.
Puis il y avait des principes là-dedans, là, c'est qu'on partait du fait qu'il n'y avait rien qu'on pouvait truster dans l'environnement. Si vous regardez ça, puis je vais vous présenter l'autre slide après, il y a beaucoup de notions qui ont évolué. C'est-à-dire que la notion de toujours vérifier, d'avoir quelque chose qui est central, oui, d'analyser tous les flux, c'est encore là. Par contre, si vous regardez cette slide-là, il n'y a pas de notion d'usager. Il n'y a pas de notion, admettons, d'un appareil qu'on utiliserait pour accéder à un réseau. Tout est dans un même centre de traitement. On n'est pas distribué dans ce modèle-là. D'accord? Donc, à l'époque, ce n'était pas un mauvais modèle, mais ce modèle-là a beaucoup évolué, la réalité a beaucoup changé. Fait que je vous ai refait, je vais vous présenter le modèle du NIST qui a été standardisé aux États-Unis, puis que à peu près tout le monde s'entend aujourd'hui pour dire que c'est là-dessus qu'on devrait s'enligner. Je vais faire un petit code de couleur bête et méchant là, pour montrer un peu où ce que tous les gens en sont là-dedans. Fait que vert, c'est on l'a, jaune, c'est ben on l'a en partie, puis rouge, bien normalement on ne l'a pas. Donc, si on regarde un petit peu le modèle, à gauche en bas, ben, c'est nous, c'est les personnes et les appareils qu'on utilise. D'accord? Ils appellent ça le sujet là, dans le modèle, c'est pas vraiment ça qui est important. Fait que toutes les compagnies ont des personnes, toutes les compagnies, on a tous nos laptops, on a tous nos appareils pour se connecter. Jusque-là, ça va pas trop pire. Après ça, à droite, ce qu'ils appellent les ressources, puis vous voyez, ils font une distinction entre les ressources qui sont dans le cloud puis les ressources qui sont privées, c'est-à-dire qui sont sous notre contrôle. Mais ça aussi, c'est nos applications, nos données. D'accord? Peu importe où ce qui se trouve. Ce qui est vraiment changé, là, c'est la partie du centre. Au début, là, John avait mis un gros firewall. Là. Dans le fond, le gros firewall, c'est le Policy Enforcement Point, okay, la partie du bas. Donc, oui, on a des contrôles qui sont déployés. Oui, on a des appareils. Oui, on a de la technologie qui, selon certaines règles, vont laisser passer ou bloquer du trafic. Ce qu'on n'a pas, normalement, c'est la partie du haut, qui est l'engin de politique. Okay? Parce qu'il n'y a pas de vendeurs aujourd'hui qui sont prêts à venir vous voir et vous dire, bien, c'est parfait, on va mettre un engin de politique qui va décider si Bruno, selon telle condition, si son laptop est correct, si, je ne sais pas moi, il est à l'aéroport, il n'est pas en Chine, s'il est à l'heure de la journée, en tout cas, toutes sortes de conditions de type contextuel viendraient me permettre ou pas de passer. Puis il viendrait programmer sur le moment même, dans le fond, tous nos points de contrôle. Ça n'existe pas, puis on ne l'a majoritairement pas, okay? Ou sauf exception, là, mais c'est très rare. Puis après ça, l'autre truc qui est complètement différent, à droite, si vous regardez, il y a l'aspect des identités qui est là, l'ICAM, d'accord? Fait que ce soit AD ou des systèmes plus sophistiqués de gestion d'identité. Après ça, bien, c'est tout ce qu'on va mettre pour sécuriser, dans le fond, nos endpoints, nos laptops, nos portatifs. Ça, normalement, on commence tranquillement à en avoir de plus en plus, qui dépasse vraiment la partie antivirus, mais qui va vraiment beaucoup plus loin. Ce qui nous manque après ça, c'est l'analytique. Okay, d'avoir quelque chose qui fait en sorte qu'il faut faire la corrélation. Ça fait que c'est bien d'avoir déjà un SIEM, c'est fantastique. Mais toute la partie intelligence artificielle qui est capable d'aller rechercher du jus là-dedans, là, ça, la majorité des gens ne l'ont pas. Puis la dernière affaire, c'est qu'on commence tranquillement à s'intéresser de plus en plus à tout ce qui s'appelle data leakage, data security, c'est-à-dire c'est quoi la donnée, qu'est-ce qu'il y a dans la donnée, où c'est qu'elle est, qui a le droit de l'accéder et tout. Dans le passé, on y faisait peu ou pas attention. Aujourd'hui, à cause de tous les trucs de la vie privée, mais plus que ça, les secrets professionnels et tout, c'est un champ d'expertise, dans le fond, qui se développe énormément. Donc, si vous regardez les lignes, là, c'est qu'il y a du feedback permanent entre ce qui se passe à droite puis l'engin de décision. C'est pas une fois, comme par exemple, on est habitué, nous autres, au niveau sécurité, souvent dans des trucs qui sont stateful, c'est qu'on a autorisé une fois, puis après ça, pour des raisons de performance, on va cacher cette session-là, puis on ne la regarde plus. C'est pas ça. Dans ce cas-ci, le système, dans le fond, il y a une boucle de rétroaction, puis le système réévalue la session, puis si les conditions changent, puis les conditions ne rencontrent pas la politique, ma session devrait être coupée. C'est aussi simple que ça, d'accord? Ça, pensez ça dans votre réseau actuel avec les firewalls traditionnels que vous avez, avec les ADS, IPS et toutes les autres choses que vous pouvez avoir, et pensez comment ça pourrait être simple de mettre ça en place, OK? Puis vous allez tout de suite comprendre pourquoi il y a bien du monde qui sont d'accord avec le modèle, mais qu'il y a juste 14 % des gens qui l'ont mis en place, c'est que c'est très, très, très difficile. Depuis 2012, fait que ça fait 11 ans que je fais ça, presque 12, j'ai accompagné plusieurs clients dans ça. C'est vraiment complexe, okay? Parce qu'on vient toucher les firewalls, on vient modifier les périmètres, on vient faire un paquet de trucs. Puis, on est tellement lié souvent à l'infrastructure que c'est pivoter puis migrer vers ce type d'environnement-là, ça devient extrêmement difficile.
Fait que ça, c'est le modèle. Donc, une chose à retenir, Zero Trust, c'est une architecture, ce n'est pas un produit. Okay? De la micro-segmentation, c'est un aspect, c'est un outil du Zero Trust, mais ce n'est pas du Zero Trust. D'accord? D'avoir un système qui fait du least privilege, ce n'est pas du Zero Trust non plus. D'accord? Oui, le Zero Trust est un modèle de least privilege, mais ce n'est pas ça. Avoir un endpoint protection sur mon laptop, ce n'est pas faire du Zero Trust non plus. D'accord? Aujourd'hui, le modèle que je vous ai montré avant, il faudrait que vous le fassiez au complet. C'est-à-dire, les fournisseurs, les manufacturiers vont venir vous donner des morceaux, mais c'est votre job. Dans le fond, c'est un modèle IKEA. Là. On vous donne la clé, puis on vous donne les morceaux, mais c'est à vous de le monter. Puis après ça, vous allez être obligé de connaître aussi tous vos flux de trafic, vos applications, etc. Parce que comment est-ce que vous allez segmenter, comment vous allez tout séparer ça, ça devient compliqué. Fait, qui aujourd'hui connaît tous les flux puis toutes les connexions à tous les différents systèmes qui sont dans le centre de traitement, puis comment tout ça, ça se parle, peut-être avec des fournisseurs, des partenaires? Pas grand monde. En tout cas, j'en vois pas énormément dans mes clients. Puis, l'autre truc, comme je vous disais, c'est que ça devient très intrusif si on venait pour faire ces modifications-là dans nos environnements actuels. Donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver d'autres façons de le faire. C'est bon jusque-là? Cool. Donc, je vais partir avec une analogie, d'accord? Puis l'analogie, c'est comment on trouve de la nourriture aujourd'hui. Si on regarde traditionnellement comment on faisait de la nourriture, même au Québec, il y a 50 ans, là, ma famille vient de la région de Plessisville, Victoriaville, puis c'est tous des cultivateurs, bien, ça te prenait un morceau de terrain. Après ça, bien, ça te prenait des outils, ça te prenait des bras. Tu faisais beaucoup d'enfants parce que ça prenait plus de bras. Après ça, bon, éventuellement, un coup, tu avais semé, que tu avais fait ton élevage et tout. Tu arrivais à l'automne, tu récoltais, tu tuais ton veau, tu tuais ton porc pour l'hiver, tu faisais du salage et compagnie. Puis là, tu espérais passer l'hiver comme ça, mais l'idée, c'est que tu transformais cette nourriture-là pour qu'elle puisse être mangeable. Et éventuellement, tu avais quelque chose, tu avais de la viande, tu avais des légumes, etc. Si je prends ma famille à moi, bien, j'ai été élevé, moi, sur de la viande, puis des patates, puis des carottes, puis parce que bon, c'est ça qu'on était capable de produire. Puis si j'avais dit à mes parents ou à mes grands-parents à l'époque, bien, ça serait le fun, me semble, que, je sais pas, on ne fait pas de kiwi chez nous, ou je sais pas, on ne fait pas tel autre genre de truc. On ne pourrait pas faire ça l'année prochaine. Bon, on n'est peut-être pas outillé pour le faire, on n'est peut-être pas capable de le faire, on n'a peut-être pas la température pour le faire, on n'a peut-être pas... Bon. Fait que finalement, on était très, très, très limité. C'est-à-dire, si on regarde sur ce qu'on était capable de produire, on était capable de faire une chose ou une série de choses, mais on était pris dans ça. Puis être capable de changer ça, extrêmement difficile. Parce que, bon, il y avait toutes sortes de contraintes qui étaient liées à ça. Fast forward, on s'en va à l'épicerie. Qu'est-ce qu'on fait à l'épicerie? On s'occupe d'absolument rien pantoute. Pas besoin de creuser à terre, pas besoin de faire des sillons, pas besoin d'aller récolter, pas besoin d'ensiler, pas besoin de tuer à la fin de l'été un animal. Tout ça, c'est fait pour nous autres. On rentre dans une épicerie, puis on a des trucs qu'on n'aurait jamais pensé être capable d'avoir chez nous, qu'on n'est même pas capable de faire pousser chez nous. Dans le fond, si je regarde la pile, la stack qui est là, elle est gérée pour nous, d'accord? Puis ça nous donne accès à tellement plus. Parce que tant que je gère la stack, tant que je gère la pile qui est à droite, ou à gauche pour vous, elle est à droite pour moi, mais tant que je gère la pile, je suis pris dans ce que je fais, puis je suis occupé à gérer cette pile-là. Si je suis capable de me libérer de ça, tout à coup, ça m'ouvre, dans le fond, là, un monde auquel je n'avais pas accès avant. D'accord? Donc, l'idée dans tout ça, c'est que le fait d'aller dans une épicerie aujourd'hui puis de juste avoir à utiliser un service qui m'amène, dans le fond, les fruits, les légumes, la viande, dans le fond, de la nourriture qui est déjà préparée, des plats à moitié faits, pas assez faits, du Pillsbury et compagnie, bien, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça vient démocratiser l'accès à la nourriture, entre guillemets, puis à toutes sortes de recettes que je ne peux pas faire. Ça me tente demain matin de me mettre vegan, c'est pas un problème. J'ai pas besoin de retourner voir dans la pile à côté puis de dire, mais c'est parfait, on se débarrasse des bœufs, des chèvres, puis tout ce qu'on a. Non, non. Ce que je fais, c'est que je fais juste changer d'étalage. Puis au lieu d'aller voir de la viande, bien, je m'en vais dans les fruits et des légumes. Puis c'est tout, puis je deviens vegan. Facile de changer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que je n'ai pas à gérer la pile. Fait que gardez ça dans le derrière de la tête 2 secondes.
comment est-ce qu'on bâtissait nos réseaux jusqu'à présent? D'accord? On avait un gros centre de traitement, peut-être plus qu'un, mais pour les besoins de la cause et de la discussion, on en a juste un. On faisait certains segments, des segments d'usagers, NDMZ et compagnie. On venait connecter, dans le fond, nos sites distants par MPLS ou un réseau privé, puis on amenait, dans le fond, qui était une extension du centre de traitement, on amenait les gens dans notre centre de traitement. Puis nos usagers qui n'étaient pas, dans le fond, sur le site, on faisait la même affaire, on leur donnait un VPN. Puis qu'est-ce que c'est qu'un VPN? Bien, c'est une extension, c'est un tuyau, dans le fond, qui vient étendre mon réseau chez les gens, jusque sur le laptop. Dans le fond, la personne est logiquement connectée chez nous. Ils ont une visibilité au niveau des adresses IP, de tout l'environnement. C'est pareil comme s'ils étaient, dans le fond, sur le site. Puis, on a commencé tranquillement à se bâtir une pile vers l'externe parce que, il y avait des services qu'on commençait à consommer sur l'Internet qui étaient publics. Puis, tranquillement, cette pile-là a eu différents trucs dedans qui faisaient différentes choses. Éventuellement, on a commencé à penser que je pourrais, au lieu d'avoir le SharePoint chez nous, d'avoir, dans le fond, Exchange chez nous, je pourrais l'avoir en service. Donc, j'ai commencé à me débarrasser de certains serveurs que j'avais chez nous. J'ai commencé à utiliser plutôt des services vers l'extérieur. Mais si vous regardez les flux de trafic, ils passent encore tous par la pile à ce point-ci. D'accord? On a commencé tranquillement à dire, c'est parfait, on va utiliser aussi des services cloud, on va commencer à porter des applications dans le cloud. Fait que ça va encore une fois diminuer le nombre de workloads que j'ai. Mais souvent, au début, ce qu'on fait, c'est qu'on attache directement le cloud sur notre centre de traitement par des liens dédiés. C'est souvent ça que les gens ont fait, des ExpressRoute ou des Direct Connect, ou peu importe. C'est très rare que c'est un accès public via API, ce genre de truc-là pour le moment. C'est vraiment des connexions. Donc, le centre de traitement et le cloud sont quasiment attachés, puis ils sont liés, puis c'est une extension. On bouge nos petits workloads, la vie est belle. Là, arrive la COVID. Il y avait des gens qui avaient commencé avant, mais disons, la COVID, ça a été un petit peu la chose pour tout le monde. C'est que les gens partent puis ils s'en vont à l'extérieur. Tout à coup, les flux de trafic changent de bord en bord. On ne passe plus par le centre de traitement. Fait que tous les trucs qu'on a commencé à mettre en place pour avoir une visibilité sur les usagers, qu'est-ce que les usagers faisaient, ils ont-ils le droit de se connecter là, pas se connecter là. Tout à coup, ils ne passaient plus par notre belle pile qu'on avait mis en place. Ils passent à côté. OK? Puis, qu'est-ce qu'on fait? Bien, le réseau MPLS coûte cher, donc on commence à penser à faire du SD-WAN et compagnie, puis à faire du direct, du branch-out local au niveau des sites, ce qui fait qu'il y a juste le trafic qui s'en va vers nos services internes, mais sinon, bien, le reste s'en va tout de suite vers... Fait que tous ces flux-là, en ce moment, bypassent notre pile qu'on a mis dans le centre de traitement. Fait en bout de ligne, ce qui serait intéressant, c'est si cette pile-là se retrouvait là. On s'entend jusque-là? Ça a du sens? Oui? Non? Oui? OK, c'est bon. Fait que, je reviens à mon histoire de nourriture. OK? Ça, c'est comment on a fait de la sécurité jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment-ci. OK? C'est comme ça qu'on a fait. On a bâti nos trucs à partir de VLAN, à partir de firewall physique, à partir d'IDS qu'on a déployé, à partir d'agents. Tous des trucs, là, puis on maintient cette pile-là. D'accord? Malheureusement, ça nous a servi. Ben, je ne dis pas malheureusement, ça nous a bien servi, mais le modèle a tellement changé, notre situation a tellement évolué par rapport aux hypothèses qui étaient faites pour que cette pile-là fonctionne et nous rende le service qu'on devrait avoir. Ce modèle-là a tellement changé que cette pile-là est plus efficace, puis au contraire, ça devient un carcan. On n'est plus capable d'évoluer. On n'est pas capable de pivoter parce que, dans la mesure où on essaie de changer un petit morceau, ah non, mais ça brise le système au complet. D'où la raison pour laquelle, entre autres, le Zero Trust a été difficile à implanter dans les dernières années, dans les 10 dernières années, parce qu'il fallait aller jouer là-dedans. Il fallait aller dans cette pile-là et dire, bien, ton firewall qui est programmé de telle façon, là, c'est des périmètres trop grands. Mais toi, d'autres choses, viens programmer, enlève ces règles-là. Qui enlève des règles de firewall? OK, c'est bon. Fait que il n'y a personne qui le fait. OK? On en rajoute, mais on en enlève vraiment à peu près jamais. D'accord? Fait que toutes les choses qui viennent jouer sur votre infrastructure, c'est difficile à changer. C'est extrêmement difficile à changer. Donc, l'histoire de la pile, il faut qu'on soit capable de s'en débarrasser, sinon vous ne serez jamais capable de changer.
Si je suis capable d'avoir cette pile-là qui est gérée, OK, puis qui est offerte en service dans le cloud, c'est-à-dire que ça devient ce fameux routeur-là que John avait pensé, firewall, excusez, que John avait pensé qui était dans le milieu de tout mon trafic, mais qui n'est plus chez nous, qui est offert en service. Là, j'arrive à un modèle qui s'approche puis que je suis capable de mettre en place. D'accord? Donc, l'idée, dans le fond, c'est ces infrastructures-là qui sont gérées, d'accord, sont souvent beaucoup mieux au niveau des normes et des compliance, excusez, conformité exactement, sont souvent 100 fois meilleurs que nous parce que tous les fournisseurs de services, incluant Zscaler, parce qu'on est une offre cloud, c'est-à-dire on n'est pas hosté à gauche ou à droite, là, c'est des clouds de 150 quelques clouds à travers le monde, centre de traitement, mais il faut tout être FedRAMP, ISO machin, SOC machin, compagnie, ce qui fait en sorte que vous avez déjà en termes d'infrastructure quelque chose que normalement vous n'êtes pas en mesure de mettre en place pour vous-même. Puis ça fait en sorte qu'on libère aussi, je ne sais pas ceux qui, vous étiez dans la session de Dimitri tout à l'heure qui disait que sur 60 personnes dans un SOC, il y en avait 25 normalement qui s'occupaient des TI, qui s'occupaient dans le fond de s'occuper de la stack qui était là. Il y en avait 25 qui faisaient de la programmation, il y en avait 10 qui faisaient de la sécurité. Bien, les 25 qui s'occupaient de la pile qui est là, tout à coup, ça vous donne l'opportunité de les shifter puis de les amener dans les 10 qui font de la sécurité. Là. OK? Parce qu'ils ne s'occupent plus de ça, vous allez l'avoir en service. Puis là, on focus sur les politiques, sur les aspects business de la chose et sécurité de la chose. C'est bon jusque-là? Cette partie-là, ce n'est pas tant pour parler de Zscaler, mais malheureusement, même quand j'ai été chez Google, Google a une offre qui ressemble à celle-ci, qui s'appelle BCE, okay, Beyond Corp Enterprise, mais juste pour Google. Elle n'est pas dans le centre, elle est dans le cloud Google. AWS ont une offre qui commence tranquillement à ressembler, mais il manque encore des morceaux, mais c'est pour AWS. Puis après ça, Azure, c'est pour Azure. T'sais. Fait que la seule qui est vraiment en ce moment située dans le centre, là, un petit peu comme ça, c'est celle de Zscaler. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis retrouvé là. Fait que c'est pas tant pour vous parler de Zscaler, mais c'est pour que vous compreniez le concept, okay? Comment que ça fonctionne, tout ça. Puis en même temps, je vous parle de Zscaler aussi. Fait que, bon. Fait que je reviens un petit peu avec le modèle au niveau du NIST, d'accord? Dans le fond, ils disent la façon de l'implémenter, bien, il y a plusieurs façons, mais deux des façons qui sont assez répandues. La première, c'est une notion d'agent gateway. C'est-à-dire que tu as un agent qui est déployé, qui donne, dans le fond, de la télémétrie sur le poste de travail, qui rapporte au cloud un petit peu l'état du poste de travail, qui est dessus et compagnie. Puis après ça, tu as la notion d'un gateway, tu aurais une porte d'entrée, un genre de firewall qui viendrait se programmer, qui parle à l'agent, puis qui vient se faire programmer selon la posture de ce qui se passe à gauche. Fait que, puis là, après ça, tu as ton policy engine et tout. L'autre modèle, c'est que tu as la grosse boîte dans le milieu, puis tout passe dedans. Puis tu n'as pas d'agent. OK? Zscaler, c'est un petit peu un hybride des deux, puis je vais vous montrer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais remplir mon petit tableau en haut à droite, qui est le modèle dont on se parlait tout à l'heure, que je vous ai présenté. Puis, je vais bâtir l'image tranquillement avec vous. Puis après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre un vrai client que j'ai, puis la transformation, le journey qu'ils ont fait pour arriver à ça. C'est bon? Donc, on retrouve nos sujets, c'est-à-dire nous-mêmes et nos devices, nos laptops, nos mobiles et compagnie. Et on va leur mettre un petit agent. En plus de ça, ça, c'est plus votre chose, ça, c'est pas nous, mais évidemment, normalement, il devrait avoir un agent aussi au niveau du Endpoint Protection, Endpoint Detection and Response qui devrait rouler dessus. Puis comme je dis, c'est la majorité des compagnies, des entreprises, des agences gouvernementales avec qui je travaille ont déjà commencé. Donc ça, c'est pas vraiment trop pire. C'est toutes des choses que vous avez déjà, des personnes, des laptops et normalement un petit peu de logiciel qui roule dessus. Et vous avez toute une façon de vous identifier. Okay? Plus ou moins de manière sécuritaire, mais vous avez tout au moins AD, sûrement du multifacteur dans la majorité des cas, mais ça pourrait être des systèmes plus sophistiqués, okay? De genre Okta et compagnie, là, vous pourrez avoir aussi ce genre de trucs-là. Donc, on a nos identités, on a nos personnes, on a vraiment les appareils qu'ils utilisent, puis un logiciel qui roule sur l'appareil qui est capable de nous donner un niveau d'assurance que ce poste de travail-là, dans le fond, est sécuritaire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de sécurité suffisant dessus pour y permettre de venir chez nous.
C'est bon? Fait que ce logiciel-là nous dise, bien, c'est parfait, oui, il y a au moins ça qui roule dessus. Vous avez aussi des ressources, ça c'est votre data, okay, qui est dans votre centre de traitement ou qui est peut-être dans le cloud aussi, c'est bon? Puis ça, on va appeler ça, dans ce cas-ci, des ressources privées. Ils sont à vous, ils ne sont pas publics, ils sont privés, okay? Ils sont chez vous. Ça peut être des PLC qui roulent dans une usine, ça peut être un serveur de banque de données qui est à l'interne chez vous ou qui est hosté sur le cloud. C'est un service que vous avez qui est à l'interne chez vous. C'est bon? Que vous ne distribuez pas publiquement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec la notion d'agent. Puis l'agent, dans ce cas-ci, sa seule fonction, c'est d'amener le trafic chez nous. C'est tout. C'est le seul job qu'il fait dans la vie. Puis il va aller pôler en bon français, là, il va aller questionner le EDR, EPP que vous avez sur le laptop, qui lui va nous dire, parfait, ce laptop-là, il est correct. Il rencontre, dans le fond, les exigences de ma compagnie, de mon entreprise, pour lui permettre de se loguer. Okay? Fait que, tant qu'on n'a pas le OK, il ne se connecte pas, il n'y a rien qui se fait, le trafic ne se rend pas, c'est bloqué. Okay? Mais la job, dans le fond, du client, c'est d'amener le trafic là-bas. C'est bon? Au niveau des ressources privées, on a l'équivalent de l'agent, c'est un petit morceau de software qu'on vient déployer dans les clouds ou qu'on vient déployer chez vous. Puis cet agent-là, ce qu'il fait, dans le fond, c'est qu'il fait un dial-out vers chez nous. OK? Ce qui est intéressant, pensez dans le fond à votre modem, pas votre modem, votre petit routeur à la maison. OK? Le routeur à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du NAT en sortie, puis dans le fond, il vous isole. Bien, dans le fond, ces machines-là, ce qu'ils font, ce petit logiciel-là, ce qu'il vient faire, c'est qu'il, dans le fond, il vient établir une connexion du DTLS, là, pour ceux qui voudraient savoir un peu c'est quoi. Mais il vient se connecter. La seule place qu'il va, il s'en vient se connecter chez nous. OK? Il vient se connecter chez Zscaler. Puis, dans le fond, il cache tout ce qui est derrière. Dans le fond, on n'a plus besoin de publiciser de service. Il n'y a plus de DNS public dans tout ça. On vient de cacher, on vient de réduire l'attaque la surface d'attaque en mettant tous ces services-là derrière. Puis, dans le fond, ce que le cloud va finir par faire, c'est qu'il va venir faire la connexion. Pensez à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez des vieux films là, où il y avait un switchboard avec les madames, parce que c'était des dames qui le faisaient, là, puis monsieur un tel connecté, puis il mettait le fil, là, puis après ça, il changeait le numéro de téléphone, il changeait le fil de place. C'est un petit peu ça qu'on va faire. C'est bon? Donc, c'est juste des connexions en sortie, puis après ça, on cache, on va définir les applications qui vont être derrière. Donc, on va faire de la segmentation applicative. Pour faire ça, je n'ai pas touché à votre firewall encore. Je n'ai pas changé vos périmètres. Je ne suis pas allé redessiner vos VPC, vos VNet et autres. J'ai juste allé déposer un morceau de software qui fait une connexion en sortie vers le cloud de Zscaler. C'est tout ce que j'ai fait. Puis après ça, derrière, je vais définir des applications. C'est bon? Pour tout ce qui ne peut pas s'authentifier, bien, ça va nous prendre un autre mécanisme pour amener le trafic. Ça, on pourra en reparler. Donc, un tunnel GRE IPsec qui va nous amener ce trafic-là, du trafic de serveurs, entre autres, ou des OT qui ont besoin d'avoir accès à des trucs sur Internet. Puis, la fameuse pile, elle va être là. Puis, cette pile-là, sérieusement, est plus complète que ce que vous avez chez vous. Parce que qui fait du SSL decryption sur l'ensemble de son trafic qui s'en va vers l'Internet aujourd'hui? Facile à faire dans le cloud. On est équipé pour faire ça. C'est une fonction, clac, on le coche, c'est fait. Vous venez de voir tout ce qui passe. Tout le monde parle de faire du DLP. Fine, on fait du DLP, mais si la session est encryptée, je fais du DLP comment? Pour tout ce qui est in-flight, tout ce qui bouge. Fait que je suis obligé juste d'aller voir ce qui réside ces disques, savoir où c'est placé à la bonne place, etc. Oui, mais tout ce qui se promène puis ce qui se propage, on ne le voit pas. Donc, tout ce qui est firewall, sandboxing, DLP, SSL decryption, la liste continue. Je ne passerai pas à travers, mais vous avez une stack complète dans laquelle ce trafic-là va passer. Et vous avez, en plus de ça, un AI qui va regarder tout ça. Parce que là, on va tout voir passer, là. OK? On va voir les usagers, on va voir les applications, on va voir où ils sont, on va voir sur quelle machine ils viennent, on va voir où ils vont, à quelle fréquence, à quel temps, dans quelles conditions. Fait que là, on a un petit AI là-dedans qui va venir, dans le fond, alimenter votre SOC, votre SIEM, puis qui va venir, dans le fond, vous donner plus d'informations que vous n'avez jamais voulu voir. Tout à l'heure, Dimitri disait que l'information, c'était le nerf de la guerre au niveau du SOC. Inquiétez-vous pas, on va vous en donner, puis elle va être triée, puis vous allez avoir toutes sortes de belles choses là-dedans.
L'agent politique est là, donc c'est là que vous allez venir programmer vos trucs, dire ben Bruno peut faire ça, peut pas faire ça, etc. Et si les conditions sont requises, si on sont rencontrées, je m'excuse, ben on va connecter tout ce beau monde-là ensemble, puis vous allez avoir accès une application à la fois, une destination à la fois, OK? Puis vous allez être réévalué pendant ce temps-là, à toutes les fois que ça va se faire, puis on va pouvoir vous continuer. Fait que ça devient, dans le fond, une sorte de point de contrôle global au niveau politique, qui n'a plus rien à voir avec votre infrastructure. Encore une fois, là, il n'y a plus d'adresse IP là-dedans. On peut en mettre, là, si vous voulez, on peut définitivement le faire, mais mon point, c'est qu'on fait des politiques à partir d'usagers, de contexte et d'applications et de données. C'est bon? Puis tout ça, c'est évidemment monitoré continuellement, et si les conditions changent, puis ça ne fait plus l'affaire, on vous enlève de là. Ah oui, puis je ne sais pas si vous avez vu la petite animation que j'avais essayé de faire en haut, mais l'idée, c'est qu'un coup qu'on a fait ça, on rencontre, dans le fond, tous les trucs. Puis en ce moment, la seule chose que vous avez eu à faire, c'est d'amener ce que vous avez au service. Ça n'a pas demandé de changer quoi que ce soit à l'interne, là. C'est d'amener ce que vous avez au service et de le consommer. Donc, ce client-là, qui n'est pas très différent d'à peu près tous les autres clients, réseau Backbone MPLS avec des succursales, un corporate office qui avait le centre de traitement, des usagers qui étaient à l'interne, des usagers qui étaient à l'externe qui utilisaient un VPN pour se connecter à l'interne, des applications publiques, web, OK, puis des applications privées, dans leur cas, eux, qui étaient pas mal migrés sur Amazon, puis encore avec des services à l'interne, surtout des services de fichiers et d'impression. C'est bon? Rien de bien fantastique. Au niveau d'AWS, connecté directement dans le réseau MPLS, parce que dans le fond, que ce soit les programmeurs ou les services à l'interne, ils se connectaient via le lien privé. Puis, vu qu'il offre quelques services publics, bien, il y avait aussi une patte sur l'Internet pour les services publics. Mais là, pensez au flux de trafic. Ça veut dire que pour me rendre sur les services d'AWS, je suis obligé de passer par le réseau corporatif, passer par le lien direct, puis je finis par arriver chez AWS. Si je suis à l'externe, mais mon VPN me ramène à l'interne, je sors dans le fond sur le réseau MPLS, puis après ça, je monte chez AWS. Donc, ce n'est pas idéal. Au niveau sécurité, OK, un paquet de trucs. Puis la raison pour laquelle j'ai mis les noms, c'est pas parce que les trucs sont pas bons, sont excellents, mais c'est venu au fil du temps parce que, encore une fois, la pile qui est centrale puis qui est installée chez nous, à mesure que les conditions changent, bien, c'est un peu comme une maison pièce sur pièce. Là, on aurait besoin d'une galerie, on va faire une galerie. On a besoin d'un foyer, on va mettre un foyer. Donc, à mesure que les conditions changeaient, bien, avec les manufacturiers qu'on connaît, puis ce qu'on connaît, dans le fond, on est allé augmenter l'offre un petit peu à gauche puis à droite. T'sais, on est allé mettre, dans le fond, c'est des usagers qui sont à l'extérieur. Bien, il faudrait quand même qu'on limite où ils sont capables d'aller. Fait qu'on va mettre quelque chose qui va gérer quel DNS, et on va mettre quelque chose qui va gérer quelle URL. Bon, on va faire un petit peu on va regarder quelle sorte de fichier qu'ils envoient une fois de temps en temps. Mais bon, c'est comme ça. Puis, on garde la pile quand même à l'interne parce qu'on a besoin pour le VPN, on a besoin pour un certain nombre de trucs. Donc, une photo, dans le fond, là, qui est difficile à opérer parce que la sécurité dans Azure, elle fonctionne d'une certaine façon. Fait que ça vous prend des spécialistes Azure pour gérer ça. Après ça, ils sont beaucoup dans AWS. La raison qu'ils sont dans Azure, bien, c'est pour toute la suite Office qu'ils utilisent, fait que basé sur Azure AD, la sécurité et tout. Mais là, on se retrouve, dans le fond, du côté d'AWS, ça ne marche plus. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fédéré leur identité dans Control Tower. Ils ont des trucs au niveau de la posture, fait que Synapse et compagnie, au niveau des applications de l'IaaS qu'ils ont déployé là-bas, puis du Cloud Native App. Puis ça, c'est géré complètement différent. OK? Ils ont des firewalls. Dans les deux cas, il y a des firewalls natifs du côté d'AWS. De l'autre côté, c'est Azure qui fonctionne, qui ne se configure pas du tout de la même façon. Après ça, ils ont des agents à gérer. Il y a au moins 3 agents qui roulent sur le laptop, qui donnent de l'information. OK? Plus la stack à l'interne. OK? Puis là, on essaye de dire, bien, parfois, on fait la corrélation de tout ça, puis on va trouver. Puis là, on a un paquet de monde que leur job dans la vie, c'est juste de faire que ça roule. C'est complexe, c'est un environnement extrêmement complexe à gérer.
Donc, ce qu'on a commencé à faire avec eux, parce que c'est ce qu'ils nous ont demandé au départ, ils ont dit, écoute, il faut qu'on change notre stratégie de VPN, ça ne marche pas, le pattern de trafic n'est pas bon, c'est trop lent pour nos applications. On dit, c'est parfait. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé mettre un connecteur dans le cloud, parce que c'est là que majoritairement leur application se retrouvait aujourd'hui. On ne l'a pas déployé on-prem. Puis l'idée, c'est qu'au lieu de commencer à définir des applications, on a mis comme un wildcard en arrière. OK? Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, c'est parfait, on va se débarrasser, dans le fond, du client VPN et compagnie. Puis, on va vous faire passer avec le client Zscaler, on va forcer le trafic à travers Zscaler. Puis là, non seulement, c'est plus un tuyau qui vous amène à quelque part, mais c'est un engin de politique. Fait que même au niveau du VPN, pour avoir accès aux applications, tu es obligé de passer à travers la politique, tu es obligé de checker que ton laptop est correct, tu es obligé de checker ci, tu es obligé de checker ça. Fait qu'on vient de rentrer un élément de plus, même si ça sert juste à la connectivité, on vient de rentrer l'engin de politique. Okay? On est venu connecter, dans le fond, Control Tower, qui était leur fédérateur d'identité, à Zscaler. Donc, on est capable de voir les usagers, les groupes et compagnie. Puis, on est capable de commencer à bâtir des politiques là-dessus. Fait que tel groupe peut faire ça, tel département peut faire ça, tel individu peut faire ça. Tu sais, j'ai une compagnie avec qui je travaillais. On m'a changé le nom, là, mais on va dire qu'il s'appelait Bruno le Nomade. Fait que, dans le fond, c'est une compagnie qui fait de l'alimentation, puis ils ont des gens qui sont sur la route, puis qui se promènent un peu partout dans le monde pour trouver des fournisseurs de tomates, des fournisseurs de kiwis, etc., de mets exotiques et tout ça, d'épices et autres choses. Puis ils ne sont jamais à la même place, jamais aux mêmes endroits. Puis en ce moment, bien, essayer de bâtir des règles de sécurité dans l'infrastructure qu'ils ont, extrêmement compliqué. Mais pensez ici, là, mettons que Bruno le Nomade, le laptop qui est là-bas, OK? Puis il est toujours obligé d'aller se pogner, d'aller se connecter chez Zscaler, peu importe où, là, en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Amérique latine et compagnie, peu importe où ce que Bruno le Nomade se trouve, c'est toujours les mêmes politiques. Les politiques que vous allez avoir programmées vont s'appliquer à l'endroit où Bruno le Nomade va se connecter et seulement s'il rencontre les politiques que vous avez programmées, il va pouvoir avoir accès au système interne, aller se connecter dans le cloud ou autre. OK? Donc, encore une fois, là, très facile à gérer parce qu'on vient de se distancier de l'infrastructure. C'est bon. Le AI, entre autres, une des choses qu'il va faire, c'est qu'à mesure que les groupes d'usagers vont commencer à utiliser les applications, il y a un dashboard qui va commencer à vous dire, bien, c'est parfait, tel groupe utilise telle application majoritairement, puis il l'utilise de telle heure à telle heure, puis bon, etc. Puis là, vous allez pouvoir tranquillement commencer à raffiner vos politiques pour vraiment faire de la microsegmentation au niveau applicatif, puis au niveau réseau. Oui? OK, cool. Merci. Donc, si on regarde juste en ayant migré le VPN, d'accord, on a déjà commencé à mettre en place des trucs qui vont nous servir pour faire, dans le fond, du zéro trust à long terme. Ça n'a pas été difficile, là. On a mis un agent, on a commencé à pointer le trafic à un endroit, puis il y a un engin de politique qui a été mis en place. Mais ils ne voient pas tout encore. Donc, on a commencé après ça à regarder les applications publiques. Fait que le même client, à partir de ce moment-là, bien, pour tout ce qui sort du réseau corporatif, qui s'en va sur l'Internet, dans le fond, là, il passe à travers l'engin, puis la stack de sécurité que vous avez vue, avec les politiques aussi. Puis, parce qu'on est capable, dans le fond, on est comme central à tout ça, bien, tout à l'heure, je parlais de DLP. Admettons, oui, je prends par exemple dans Office, il y a des API qui, si vous avez un système CASB, qui vont pouvoir aller, on appelle ça out of bound, là, le OOB, c'est-à-dire il passe à côté, il ne passe pas dans le flux de trafic standard, puis il va aller interroger les API pour savoir si ce qui a été posé dans l'environnement de Microsoft, est-ce que ça respecte telle règle et compagnie que vous allez avoir faite. Fait que ça, oui, on le fait, mais on est capable de le faire centralement à partir de politiques qui sont centrales. Vous n'êtes plus obligé d'avoir, après ça, des appareils à déployer un petit peu partout. Après ça, d'aller dans une autre console faire ça, puis d'aller reprogrammer d'autres règles qui sont indépendantes d'un autre système. Non, si le trafic passe là, programmer ces choses-là. On a des intégrations avec, je ne me rappelle plus, 250, 500 applications différentes qui sont capables d'aller justement s'assurer qu'on ne transfère pas un nom en privé, un numéro d'assurance sociale ou des datas et compagnie dans ces applications-là qui sont publiques. Okay? Si on regarde les flux de trafic, bien, que la personne soit en dedans ou soit à l'extérieur, ça n'a plus aucun changement parce que dans le fond, on amène toujours le trafic à Zscaler.
Dans le cas du trafic interne, il n'est pas encore optimal à ce point-ci, évidemment, parce qu'ils ne se sont pas débarrassés de leur réseau MPLS. Mais l'autre partie qui est intéressante, c'est qu'au niveau du Endpoint Detection and Response System, dans ce cas-ci, les autres utilisaient Carbon Black, on a des intégrations aussi, c'est-à-dire qu'eux, quand ils découvrent des trucs, ils nous le disent. Nous, quand on découvre des trucs, on leur dit. Ce qui fait en sorte que le premier qui trouve le dit à l'autre, puis on est capable d'aller modifier les politiques, puis bloquer les clients, puis en tout cas faire ce genre d'automatisation-là. Encore une fois, si vous avez écouté ce que Dimitri a dit tout à l'heure, une grosse partie de la sécurité, quand vous l'avez faite plus que 3 fois, vous devriez l'automatiser. Mais toutes ces automatisations-là, que ce soit le Out-of-Bound CASB, que ce soit le Threat Intelligence qui s'en va à votre... Tout ce que vous allez pouvoir aller gagner en termes d'automatisme, c'est des gains nets sur votre sécurité, sur vos opérations de sécurité. C'est bon? Donc, la dernière partie, restait les applications internes. Fait que tout à l'heure, j'avais déployé un de mes connecteurs juste pour faire de l'accès, mais là, je peux aller beaucoup plus granulaire, je peux en déployer d'autres. Fait que si je regarde au niveau d'Amazon, je peux en déployer par VPC, je peux en déployer plusieurs par VPC, je peux en déployer directement dans les applications, je peux en mettre dans un transit VPC. Pour être plus large, je peux aller aussi granulaire que je veux. Puis là, je vais commencer à détailler chacune de mes applications. Puis au niveau du Zscaler, mais là, ça va être des permissions très, très, très précises sur telle application et tel autre accès. SIPA, je ne sais pas si vous avez, des gens savent un petit peu, des Anchored IP en français, c'est des IP, je ne sais plus quoi. En tout cas, c'est comme par exemple pour vous authentifier à Microsoft ou des fois pour accéder des banques, ils mettent des filtres. Puis l'idée, c'est que si vous ne venez pas de telle adresse IP ou de tel range d'adresse IP, ils vous bloquent en partant. Fait que, c'est le fun d'aller dans le cloud, mais les adresses IP sont chez vous. Fait qu'il faut que le trafic se promène puis qu'il fasse comme un semblant de sortir de chez vous. Bien ça, notre connecteur est capable de faire ça aussi. Fait que, dépendamment d'où c'est que ces adresses IP-là sont, puis où c'est que vous voulez les déployer, par quelle porte de sortie vous voulez aller, bien ça, on les déploie où on veut, puis on est capable de jouer avec ça aussi. C'est bon jusque-là. J'ai oublié quelque chose là-dessus. Non, je crois que j'ai fait le tour. Donc, si je regarde où est-ce qu'on en est au niveau du Zero Trust, dans le fond, là, l'engin politique sert à tout. Il sert aux accès VPN, il sert quand je m'en vais sur le web, il sert quand je m'en viens accéder, dans le fond, mes applications à l'interne. Tout est basé sur l'identité, la posture et le contexte. Si on n'est pas capable de rencontrer ces éléments-là, tu ne passes pas. Il n'y a pas de connexion qui se fait. C'est-à-dire qu'avec mon... Tu sais, comme par exemple avec un VPN en ce moment, même s'il y a des filtres à l'autre bout, je peux pigner, je pourrais essayer d'aller voir ce qui se passe sur mon réseau. C'est un tuyau, puis je suis connecté sur un réseau. OK? Ici, c'est un proxy, c'est-à-dire que le fait que tu t'ailles authentifié auprès de Zscaler, ça ne te donne absolument rien. Tu ne peux pas aller voir ce qu'il y a de l'autre bord. Tu ne sais pas ce qu'il y a de l'autre bord encore. On est dans le milieu. Okay? Il n'y a rien qui passe. Donc, à partir de ce moment-là, dans le fond, la partie, il faut vraiment que tu passes la partie sujet, l'authentification, etc., l'évaluation. Puis après ça, bien, c'est l'engin de politique qui va embarquer, qui va faire en sorte que les politiques qu'on a mis en place, est-ce qu'on est capable ou pas de les rencontrer? Si oui, on est capable de passer, sinon, bien, on est droppé, évidemment, puis on a accès aux ressources et on monitore les ressources et compagnie. Et tout ce qui était ici, dans le fond, la télémétrie qui est nécessaire dans un système de loopback avec l'engin de politique est en place, incluant, dans le fond, l'analytique et toute la partie DLP ou sécurisation des données. Puis le résultat final dans leur cas, parce qu'il y avait un projet d'SD-WAN aussi qui allait arriver après, donc le réseau MPLS disparaît dans leur cas. Là, ils devaient encore décider s'ils faisaient tout transiter par le système central ou ils devraient pareil envoyer chez nous, mais dans le fond, l'idée, c'est qu'il y aurait une connexion directe. Ça voudrait dire que même les usagers internes passeraient direct, ils ne passeraient plus, dans le fond, par le site central. Puis là, si on regarde, dans le fond, le client est beaucoup plus simple à gérer. Tous les petits outils qu'on avait mis en place pour pallier à des situations à mesure que nos usagers migraient vers l'externe ou qu'on avait des besoins supplémentaires, ont à peu près tout disparu, sauf le Endpoint Detection and Response, parce que le reste est traité non plus sur le système, mais il est traité, dans le fond, dans le cloud.
Gérer, admettons, du DLP par poste de travail, ça gruge énormément de CPU sur un poste de travail. Si vous êtes pris pour faire l'analyse d'un fichier avant qu'il parte, admettons, puis il y a des systèmes qui font ça là, sur les postes de travail, ça gruge énormément de temps. Tandis que là, c'est tout à fait simple. Il y a un Endpoint Detection and Response System. Il y a notre petit client qui envoie le trafic chez Zscaler, qui authentifie, qui fait d'autres choses de même, puis qui nous donne de la télémétrie. Fini. Après ça, on va déployer des connecteurs aux bons endroits. On fait les intégrations au niveau de vos identités via SAML. C'est fini. Ça, c'est le gros de l'ouvrage qu'il y a à faire pour vous, pour pivoter d'une pile qui était super rigide à du Zero Trust. Dans le fond, c'est un service à consommer. Je n'ai pas vu rien encore à date là, qui était plus simple que ça pour y arriver. Là, après 10 ans, puis je l'ai fait, des clients, là, ça a été vraiment là, des guerres de tranchées puis des trucs assez difficiles à accompagner puis à mettre en place. Ça, c'est simple. Je n'ai pas changé de firewall, je n'ai pas changé de règles, je n'ai pas changé de périmètre. Dans le fond, le fait que autant au niveau du client qu'au niveau des connecteurs, c'est des trucs qui font du dial-out, c'est-à-dire qui appellent, qui transitent vers le cloud, bien, ça fait en sorte que j'ai juste besoin d'une règle pour que le trafic sorte. C'est tout. Je n'ai pas changé votre firewall en arrière, c'est-à-dire je passe dans le fond à travers, puis c'est le trafic qui va arriver. Le contrôle des applications, pour accéder à l'application, ça va être l'engin politique au niveau du Zscaler qui va le faire. C'est bon? Plus simple à opérer et tout. Évidemment, il faut le faire à grande échelle, donc c'est pour ça qu'on est un petit peu partout dans le monde, au-dessus de 150 centres de traitement et compagnie. On fait beaucoup de choses en même temps. L'idée, dans le fond, avec laquelle je voulais vous laisser avant de passer aux questions, si vous en avez évidemment, ou des insultes aussi, c'est correct, c'est que dans le fond, la pile statique, on essaie de s'il vous plaît, essayez de tranquillement vous en libérer. Vous êtes esclave de ça, puis vous ne pourrez pas faire mieux. Peu importe, là, ça va toujours être des petites affaires, un petit logiciel de plus, une connexion là, un dashboard à telle place, mais ça ne vous amène vraiment pas ailleurs. Vous avez la même posture de sécurité, vous avez la même architecture de sécurité. OK? Puis je reviens à mon balrog du début là, avec Gandalf. Là, on veut changer ça, on voudrait que Gandalf grandisse un petit peu puis que le balrog diminue un petit peu. Là. Si vous faites la même chose, ça n'arrivera pas. Là. OK? Donc, l'idée, c'est de passer... Si vous êtes capable de le mettre en place, vous êtes capable de mettre du Zero Trust tout seul en place, tous les morceaux que je vous ai montrés, allez-y, faites-vous plaisir. Je ne connais pas beaucoup de gens au Québec qui sont en mesure de le faire, même pas au niveau du gouvernement, malheureusement. On n'a juste pas les ressources. Donc, d'aller dans un modèle as a service, c'est vraiment la bonne approche qui fait en sorte que la barre d'entrée est simple. OK? Puis ça ne vient pas faire un Big Bang dans vos environnements. OK? Donc, c'est un petit peu ça que je voulais vous parler aujourd'hui, un petit peu où ce qu'on en était rendu. C'est certain que les prochaines années, quand je vais revenir, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment tous ces trucs-là, j'espère être encore chez Zscaler, je ne peux pas dire que je n'y serai plus. Mais évidemment, on verra comment le Zero Trust avance, puis je pourrai refaire le point avec vous. Fait que si vous avez des questions, il nous reste un petit peu de temps, je pense. Oui, bien sûr. Bonjour, merci. Question, bon, quand on a passé de la culture des patates à l'épicerie, on a décidé de payer pour un service. C'est un peu la même chose quand on parle de Zero Trust as a Service. On enlève la stack, j'imagine que c'est pas gratuit. Comment est-ce qu'on parle de licensing? Est-ce qu'on parle par utilisateur, par bandwidth? Comment ça fonctionne quand on veut planifier, faire le pas? Bien, on a des gens qui sont à la table à l'extérieur qui vont tous vous expliquer ça, mais a priori, c'est un petit peu des deux. Beaucoup à partir d'usagers, mais comme par exemple les serveurs non authentifiés, c'est vraiment une partie au niveau du bandwidth parce qu'on n'est pas capable de reconnaître un usager. Bon, c'est un petit peu des deux, mais majoritairement, oui, tu as l'idée. Pour les gens en ligne, je rappelle. Qu'est-ce qui se passe? Oh, cool. Il y a une question en ligne. Oui. Parfait, je peux la lire. Qu'est-ce qui se passe si un device ne répond pas aux politiques d'accès? Par exemple, un ordinateur essaie de se connecter avec une version de Windows non autorisée. Est-ce qu'on peut rediriger vers un réseau qui permettrait la mise à jour de Windows? Ça pourrait être la même question pour une version EDR pas à jour. Oui, tout à fait. Donc, oui, on supporte la notion de machine tunnel au niveau du client, qui fait en sorte qu'on est capable de bâtir une logique pour faire ces mises à jour-là.
Donc, en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions. On peut les prendre là, en live. Est-ce que vous pouvez vous rendre au micro juste à côté? Ça serait peut-être plus facile. Merci. Merci. Juste la question, quelle est la différence entre Zero Trust as a Service et SASE, Security Access Service Edge? Oui. Bien, SASE, dans le fond, on ne change pas le modèle. Fait que l'idée, c'est que oui, il y a une notion d'un service de sécurité qui est hosté dans le cloud, puis qui fait en sorte que tu passes par là. Le truc, dans le fond, c'est que il n'y a pas d'engin de politique. Tu n'as pas encore l'engin de politique contextuel avec la loupe de feedback. Ce truc-là, tu ne l'as pas. Dans le fond, tu as comme la ligne du bas du modèle. Fait que si je revenais derrière, j'ai plus ma présentation. Magiquement, la présentation devrait revenir. Fait qu'au niveau de la magie, dans le fond, SASE te donne la partie du bas, la ligne du bas, si tu veux. Tu n'as pas changé ton modèle. Oui, tu vas avoir du DLP. Oui, tu peux avoir de la sécurité. Oui, tu peux avoir ce genre de truc-là. Mais il te manque toute la partie du haut. OK? Tu n'as pas cette boucle de rétroaction-là. Tu n'as pas la notion de contexte que tu appliques à des usagers pour ci puis pour ça. Tu n'as pas cette notion-là. OK? Tu n'as pas cette notion-là aussi de réévaluer continuellement une session. Bon, tout ça, truc. Fait que oui, tu as une stack de sécurité qui est en ligne, qui est hostée, mais tu passes comme ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je vais être dans le coin encore jusqu'à demain. Fait que si jamais il y a des choses qui vous viennent en dormant ou en buvant ce soir, venez me voir. Merci Bruno.